Alors bonjour à tous et bienvenue au musée de la Chalosse pour poursuivre ce temps des vendanges que nous avons entamé avec un léger retard, un léger différé par rapport à l'actualité de la vendange en Chalosse, mais en tout cas avec pas moins d'enthousiasme et qui va s'étaler jusqu'à la fin du mois de novembre avec de multiples propositions sur le territoire. Aujourd'hui, nous vous proposons une visioconférence au musée et nous allons tout de suite retrouver la personne avec qui nous allons découvrir beaucoup de choses sur l'histoire de la vigne en Chalosse. Bonjour Frédéric Duhart. Bonjour. Bienvenue donc pour cette intervention qu'on attend avec impatience. Alors, vous êtes enseignant-chercheur, vous êtes intéressé à l'histoire de l'alimentation en lien avec l'évolution des corps et des sociétés humaines. Et vous êtes secrétaire général de la commission de l'alimentation et de la nutrition à l'Union internationale des sciences technologiques et anthropologiques. Alors à ce titre, à ces multiples titres, vous vous êtes intéressé entre autres à l'histoire du foie gras dans le sud-ouest et de l'élevage du canard gras, ce qui nous a valu une collaboration pour l'exposition C'est tout un art d'être canard en 2017, et aussi sur l'histoire du chocolat de Bayonne par exemple, ou encore vous êtes intéressé également aux vins d'Amérique et d'Europe. Et à ce titre, vous étiez venu à la fin des années 2000 au centre de documentation du musée pour consulter le fonds d'archives François Bacot qui est conservé ici et qui fait l'objet de la conférence que nous allons voir tout de suite. Exactement. Voilà, alors rentrons dans notre salle culturelle et bon visionnage à tous. Donc oui, rebonjour, puisqu'on vient de se voir dehors à l'instant, à Dichatz pour les gens d'ici. Aujourd'hui, on va voir un héros et des cépages qui sont aussi à leur façon des héros de l'histoire du vin, non seulement dans les Landes, mais aussi dans le monde. C'est ça qui est assez amusant avec cette histoire qui est, comme vous le pouvez voir, qui va nous amener à la Chine, qui va nous amener de tous les côtés. Bon, la Chine, certains vont dire, c'est qu'il y avait un jésuite landais qui a fait les traductions, mais Bacot a quand même été traduit en chinois. C'est quelque chose qui est intéressant. Et surtout, comme on a eu déjà l'occasion de le dire, pour moi, c'est quelque chose de très particulier de parler de François Bacot dans ce musée, parce que ici, on voit tout l'intérêt de ces musées régionaux que des fois les gens visitent quand ils sont en vacances, mais que les chercheurs souvent oublient sur leur chemin, et qui font un travail magnifique. Si ce musée n'existait pas, le fonds Bacot, il aurait peut-être déjà servi à emballer des cadeaux de Noël ou à faire un feu de cheminée. Non pas par la faute des descendants qui ont eu justement l'intelligence de chercher un musée, mais il y a des moments où quand on ne sait pas quoi faire des vieux papiers, on est bien heureux de trouver un musée où on a une bibliothèque et une bibliothécaire qui sait en prendre soin. Et donc on va parler de François Bacot et de ses cépages. Et comme je vous l'ai dit, on va aller de chez nous, des Landes. Alors, certains vont discuter Bélus, Chalosse, je ne vais pas rentrer dans ces détails sur Pays d'Orte, Chalosse, on va dire des Landes au monde, là on sera tous d'accord. Et justement, quand on évoque ce thème, pour les gens qui connaissent Bélus, il faut connaître Bélus. Pour les gens qui connaissent Bélus, ou le touriste qui arrive pour la première fois de sa vie à Bélus, ou imaginons un martien qui arriverait sur Terre en arrivant par Bélus, une des premières choses qu'il va voir à Bélus, c'est un monument relativement conséquent. On dirait un monument aux morts. Les gens qui connaissent le monument aux morts de Bayonne, il fait un peu penser à cela. On a un héros. Quelqu'un qui le verrait pour la première fois sans lire François Bacot, sans connaître François Bacot, penserait on a quelqu'un qui a été un grand héros de la guerre, je ne sais pas laquelle, mais qui a fait une guerre. Et on verra que finalement, dans ces temps très troublés, avec Bacot, on a peut-être une figure qu'on aimerait voir plus souvent par ces temps qui courent. On va avoir un serviteur de la République qui, face à une crise phytosanitaire, mais c'est un peu pareil, va chercher des solutions pragmatiques, va les trouver, c'est encore mieux. Et vraiment, cette mise en héroïsme, on pourrait dire, de Bacot à Bélus,
le monument a été fait par Dulot, qui a un prix de Rome. On est vraiment dans le culte, on peut dire, du héros local. Il aura eu le mérite agricole, il sera monté jusqu'à officier, il aura eu la Légion d'honneur, mais je dirais que ce monument, il le mérite. Et on va voir que c'est vraiment une histoire d'ici, mais qu'elle peut nous servir à penser notre façon d'être au monde, aujourd'hui, ailleurs, ici, là-bas. On verra que vraiment l'histoire de Baco, elle nous invite à penser beaucoup de choses. Et avant de commencer, je vais faire une dédicace spéciale, rendre hommage, quelque chose pour rappeler qu'on est vraiment dans une histoire d'ici. Ça ne se fait pas souvent, mais je vais rendre hommage, je vais dédier cette conférence à un pied de vigne. Un pied de Maurice Baco 22A, qui était dans le jardin de ma grand-mère, qui m'a fait connaître le raisin Baco quand j'étais enfant. Je le trouvais bon, en raisin de table. Quelqu'un va dire que c'est une barbarie. Mais pour moi, voilà, tout a commencé comme ça. Et c'est pour ça que dès qu'on m'a dit qu'il y avait Baco, le fond Baco dans ce musée, j'ai les yeux qui ont brillé et je me suis mis à l'étudier. Alors, quand on parle de Baco, ce qu'on peut vraiment dire, si on veut définir le personnage, si on veut faire un résumé de ce qu'il a été, je ne parlerai pas vraiment de l'homme privé, sur lequel sans doute beaucoup de gens ont plus d'informations que moi, les descendants et des gens qui s'y sont intéressés, mais je parlerai de l'homme public, celui qui nous intéresse finalement. Je dirais que Baco, par essence, par toutes ses actions, il aura été un maître d'école, et on pourrait dire même ensuite un maître hybrideur, mais vraiment ce sens du maître, de l'instit, comme disait la série télé il y a quelques années, dans la cité. Alors on va me dire, parler de la cité quand on parle de Bélus, ou quand il était à Villeneuve-de-Marsan, on le verra, c'était un peu plus la cité, mais parler de la cité quand on parle de Bélus, je veux le dire vraiment dans ce sens de la cité, au sens civique, de ce lieu où on vit, parce qu'on va voir quelqu'un qui va tout faire pour appuyer sa communauté. Et c'est quelque chose qui, à moi, me fascine beaucoup, parce que j'ai dû aller enseigner au Mexique pour trouver ces universités en connexion avec le lien, avec la communauté paysanne. Et Baco, comme beaucoup d'instituteurs de son temps, c'est ce qu'il a fait au quotidien. Alors, pour le célébrer, il y avait deux façons de le faire. C'était de montrer ce qui a été le centre de sa vie pendant presque 30 ans, et de le montrer à travers des dessins de ses propres élèves. Parce que c'est ça qui est fabuleux et qui montre bien que c'était un bon institut, parce qu'il a gardé beaucoup de travaux de ses élèves dans ses archives. Donc nous avions la représentation du groupe scolaire, de la façade principale du groupe scolaire de Bélus, par un élève au niveau certificat d'études, c'est pour ça que le dessin est précis. Et là on a par celle qui aujourd'hui, j'espère qu'elle est encore en vie, mais c'était une gamine en 1906 qui avait 11 ans, et qui a dessiné une charrue, parce que Baco, dans les cours d'agriculture, vraiment, il enseignait comment on pouvait travailler. Ça faisait partie du programme, mais il le faisait avec beaucoup de cœur, et c'est pour dire que vraiment, il aura été très attentif à cette petite patrie qui était à côté de lui. Et justement, ce qui va être un peu la bascule dans l'histoire de François Baco, ce qui va faire justement qu'on va s'intéresser à lui aujourd'hui, comme je vous le disais, un instituteur, un vrai, hussard noir, intelligent. On verra bientôt pourquoi. Et cette personne, qui se trouve donc à Villeneuve-de-Marsan pendant ses 2 premières années, 85-87, instituteur à Villeneuve-de-Marsan, et ensuite près de 30 ans à Bélus, il va avoir vraiment une passion pour sa petite patrie. Et en 1936, lui-même l'explique très bien quand il revient sur son œuvre. Et il le fait avec une sincérité, parce qu'on pourra toujours me dire parole, parole, il peut dire qu'il l'a fait, mais quand on voit toute son histoire avec ses hybrides, on verra que dans le fond, très certainement, il était sincère dans sa démarche. Et sa démarche, il nous l'explique, il nous dit que sans arrière-pensée de lucre, par la passion de la vigne certes, mais surtout par l'idée de sauver son patelin et sa chère patrie, sa petite patrie, qui comprenait l'Armagnac, parce qu'il était passé par Villeneuve-de-Marsan, donc ça lui faisait un attachement très fort à la vigne, il va faire ce qu'il a fait. Ce qu'il a fait est fabuleux. Quand on lui rendra hommage, le député de l'époque, qui était aussi instit, c'est quelque chose d'important quand on parle de nos Landes, mais tout le monde le sait, quand on parle de la vie culturelle, sociale, politique du département des Landes du 19e, on va dire, jusqu'à les années, on va dire, 60, les instits sont très très impliqués. D'ailleurs, Baco a été un temps secrétaire de mairie, comme beaucoup d'instits. C'est cette vie, c'est serviteur de la République jusqu'au bout. Et le plus bel hommage que va lui rendre Lamarck Kando, peut-être, c'est de l'avoir qualifié d'instituteur hybrideur, quand il va le définir.
Et il faut voir que Bacot, parce qu'on va me dire, oui, mais il a sauvé la vigne parce qu'il avait des terres. Eh bien, justement, non. Bacot va devenir agriculteur, viticulteur, hybrideur avec beaucoup d'orgueil une fois qu'il sera retraité, après 1923, et qu'il aura un petit domaine à la Battute. Mais jusqu'au tout le début de son histoire, comme aurait dit Coluche, c'est l'histoire d'un mec qui va faire des vignes hybrides sans avoir plus que le jardin de l'école comme terre à sa disposition. Donc on va voir que c'est vraiment ce désir de servir qui pèse beaucoup dans sa démarche. Et ce qui va se passer est très simple. Bacot, qui on le voit bien dans ses enseignements, comme on l'a déjà vu avec le dessin des enfants, est très impliqué, comme tous ceux de l'époque qui sont instituteurs en milieu rural. Il s'intéresse à la ruralité, à comment améliorer les conditions de travail et à travers ça la vie des personnes qui travaillent la terre, que ce soit en leur enseignant la culture des oignons, la culture du chou ou la culture de la vigne. Et Bacot, qui a été justement à Villeneuve-de-Marsan en 85-87, se rend compte que cette petite patrie qu'il adore, elle est en danger. Elle est en danger parce qu'elle est confrontée, d'aucuns diraient les ennemis invisibles, mais les ennemis invisibles n'existent pas, à des ennemis qui commencent à l'attaquer. 1882, le milieu attaque de façon assez conséquente le vignoble des Landes, et c'est quelque chose de préoccupant. Mais il faut voir qu'à partir de 1887, usage généralisé de la bouillie bordelaise, et le milieu devient une maladie tout à fait banale qu'on contrôle. 94, les choses sont plus gênantes. Le phylloxéra est détecté à Bélus et à Cagnotte. Alors il faut voir qu'on est relativement tard à ce moment-là dans l'histoire de la phylloxéra en France, c'est-à-dire que le mal est toujours radical, puisque vous prenez une vigne européenne, une Vitis vinifera, elle rencontre le phylloxéra, elle meurt. L'histoire est entendue. Mais à l'époque, c'est plus tellement problématique parce qu'on sait comment répondre. Et la réponse, c'est le greffage sur des porte-greffes adaptés, soit des plants américains, soit des hybrides avec des plants américains. Donc, on a une situation qui est tendue et où on voit les cépages emblématiques. Là, je vous ai mis les 3 grands cépages du vignoble, on va dire, du sud des Landes, quand Bacot commence à s'intéresser à ce monde-là. Le piquepoul, le baroque, avec un hommage particulier au pressoir du musée, mais vous avez vu, je crois, déjà les vendanges qui ont eu lieu cette année, et le moustrou, tanat, qui sont les cépages qui comptent. Bacot, qu'est-ce qu'il va faire dans cette situation? La solution pour sauver les vignes attaquées par la phylloxéra dans les Landes, c'est le greffage. La phylloxéra apparaît en 1894. Dès 1894, qu'est-ce que fait Bacot, qui aime la vigne? Il va commencer à enseigner l'art du greffage. À partir de 95, même, on parlera il va monter comme une mini-école de greffage pour former les gens. À qui il enseigne? Aux habitants du lieu, aux paysans. Et aussi, comme le rappellent les dessins, puisque pour agir, l'école est fondamentale et on voit à long terme, les enfants, dans leur cours d'agriculture, n'imaginez pas qu'il va leur faire, pas qu'il l'a fait, on voit des problèmes de mathématiques des fois qui sont très orientés sur la vigne ou des choses comme ça, mais là c'est dans un cours, on va dire, adapté. Qu'est-ce qu'il leur enseigne à l'école? À greffer. On voit ce travail, très, comme je dis, qui est admirable chez Bacot, mais qui est admirable de toute une génération d'instituteurs, et on dirait aujourd'hui qui est admirable chez les professeurs des écoles. Mais il y a cette idée vraiment il faut une solution, je vais enseigner, je vais enseigner. Le problème, c'est que nous sommes dans les Landes, un pays qui, je ne vais pas dire qu'il y a une agriculture routinière, puisque l'agriculture routinière n'existe pas, il y a beaucoup de petites innovations, mais on est des têtes dures et on a nos habitudes. C'est-à-dire que Bacot, il vient voir des agriculteurs en leur expliquant qu'il faut greffer, et il y a beaucoup de pépés et d'autres qui lui disent, qu'est-ce que tu vas faire? Moi, ma treille, je l'ai depuis je ne sais pas combien de temps, arrête. Alors il veut, mais il lutte, il lutte, il lutte. C'est vraiment un artisan, il va défendre le greffage. Plus tard, il fera des ouvrages sur le greffage. On vient de voir qu'il y a même un jésuite qui en fera la traduction en Chine. Et il lutte. Mais 1896 arrive un autre ennemi pas invisible, mais discret, le black rot, la pourriture noire. Et avec le black rot, qu'est-ce qu'il se passe? C'est que beaucoup de cépages qui étaient
toujours des cépages landais, ils sont très fragiles. Et là, Bacot va avoir il y a une question qui lui vient à l'esprit, qu'il formulera dans un de ses bouquins, c'est à quoi ça sert si le black rot détruit le pique-poule ou les autres, de greffer sur un porte-greffe qui résiste à la phylloxéra du pique-poule. À quoi ça sert? À rien. Vacuité totale. Et il va chercher d'autres solutions. Et c'est là que Bacot va devenir un hybrideur. Alors là, c'est une photo qu'il a lui-même choisie pour un de ses ouvrages. À la mairie de Bélus, il y a un tableau qui reprend trait pour trait cette image. Ce qui me permet de rappeler, j'ai dit que je n'allais pas parler trop de l'homme privé, mais Bacot avait un violon dingue, comme l'a même dit un journaliste de l'époque, c'était la peinture. Et il a peint un peu le pays d'Orthe et des choses comme ça. Mais voilà, il va devenir hybrideur. Et ce chemin de hybrideur, c'est toujours agréable parce que dans l'histoire, il y a des choses qui aident. On va pas dire, je ne dirais pas qu'il est devenu hybrideur parce qu'il a eu un accident de vélo. Ce serait peut-être un raccourci. Et de toute façon, vu qu'il est un jour vraiment tombé de vélo et qu'on a même un certificat médical qui le prouve, au final, il restera 2 mois et demi sans pouvoir faire l'instituteur, avec beaucoup de peine sans doute. Mais il aurait peut-être continué il était déjà passionné par la vigne, donc c'est pas parce qu'il est tombé de vélo qu'il s'est mis à travailler sur ça. Mais ça l'a beaucoup aidé parce que ça lui a donné le temps de lire beaucoup. Et en 1897, justement, il y a beaucoup dans les revues professionnelles de parutions d'ouvrages sur les hybrides. Et 1897, dans la revue viticole, beaucoup de revues parlent des hybrides. Bacot, il est immobilisé, on va dire, chez lui, donc ça lui donne plus de temps de lire. Comme je le dis, sans doute il aurait eu le temps de les lire après avoir corrigé les copies, ou bien qu'à l'époque on corrige sur. Il aurait eu le temps de faire son travail d'instituteur et tout, et de lire. Mais là, ça va l'aider. C'est toujours pratique. Certaines personnes l'ont vécu pendant le confinement, pas moi, parce que j'ai la tête qui s'est confinée, mais c'est une autre histoire. Mais donc, il apprend à hybrider, et en mai 98, il va conduire sa première campagne d'hybridation. C'est-à-dire qu'il va hybrider une douzaine de cépages landais, alors tous les grands classiques de l'époque, ceux que l'on a vus et quelques autres, avec le pollen d'un hybride très fameux aujourd'hui, pour le meilleur et pour le pire, on va dire, le Noah, le vin qui rend fou, tous ces mythes. Et à côté de ça, vous avez des gens qui vous disent oh, moi j'ai toujours du Noah qui me vient de la treille du grand-père. Ils disent ceux qui veulent à la ville, mais moi je me le bois. Le Noah, un cas très intéressant, Noah, quand on parle de l'histoire des hybrides, parce que vous pouvez voir le nom de l'hybrideur qu'il a créé, c'est un exemple de l'immigration aux États-Unis. C'est un Allemand, né en Allemagne, qui va devenir très américain et qui va créer cet hybride qui va compter énormément dans l'histoire de la vigne, comme je disais, pour le meilleur et pour le pire, quand on écoute un peu sa légende noire, mais qui va servir à beaucoup d'hybridations. Et donc Bacot va commencer avec le Noah, un cépage blanc. Et c'est une des choses émouvantes dans les archives du musée, c'est que c'est plus que des archives, ce que le musée a récupéré. On a des capsules qu'il utilisait pour la pollinisation et les pinces, les vraies pinces que Bacot utilisait pour faire ses hybrides. Elles sont dans les archives, peut-être qu'un jour qu'elles seront exposées, parce que ça fait quelque chose. En tout cas, ça fait toujours quelque chose de les voir. C'est les vraies pinces de Bacot. Il y en a peut-être eu plusieurs, mais en tout cas, j'ai touché les vraies pinces de Bacot. Et cela va nous donner une carrière assez d'hybrideur, donc qui commence en 1898, qui continuera pratiquement jusqu'à la fin de sa vie, gardera une curiosité sur ça. Et on va voir que tout ce travail que Bacot va mener va conduire à l'existence de 6200 cèpes de première sélection, c'est-à-dire des vignes qui vont exister. Souvent, il en reste, on verra qu'il y en a 6190 qui ne vont pas être commercialisées, mais il a créé tout ça, et le problème, c'est que quand on crée, alors il faut imaginer ce que ça représente, ça veut dire tout le travail de faire justement l'hybridation au niveau des fleurs, de récupérer les grappes. Là, vous avez une grappe, pareil, une grappe hybridée par Bacot qui est restée. Ensuite, il faut récupérer les pépins, il faut semer les pépins, et après, il y aura tout un travail de pépinière pour développer les jeunes plants. Et rien que de le dire, ça prend du temps, et ça pose un problème, c'est que si je veux me faire hybrideur de vigne, j'ai besoin de terrain. Or, Bacot, comme je le disais, n'est pas viticulteur. Bacot n'a pas de domaine. Bacot est instituteur.
serviteur de la République qui s'occupe des enfants du village. C'est ça ce qu'il est. Alors comment je fais quand je suis serviteur de la République qui s'occupe des enfants du village pour conduire des campagnes d'hybridation? Là, vous voyez un exemple par exemple sur de la claverie, tout un travail d'hybridation, plusieurs variétés. Comment je fais? Alors, il y a une solution qui est la première, on va dire, et c'est là que je disais hussard noir de la République intelligent, c'est qu'il y a un carreau de potager de l'école. C'est intéressant parce que là, on est dans les années 1900. Il est normal d'avoir un potager de l'école. Aujourd'hui, c'est une révolution qui fait qu'un maire peut être réélu s'il nous met un potager à l'école. En collaboration avec monsieur le curé. C'est là que ce qu'on voit, on n'est pas dans ce, c'est pas donc ça pouvait être donc Camille et Pépone parce qu'au final ils s'aiment bien, ils sont capables de faire des choses ensemble. La série est encore en train de passer à la télé, on l'oubliera jamais. Mais voilà, ils collaborent avec le curé pour gérer la chose et donc ils se mettent d'accord en plus des cultures pour les élèves d'avoir des cultures expérimentales de vignes hybrides. Alors à partir de 1909, donc c'est quand ça, là il a déjà fait une première vague, donc ça commence à prendre, on va dire. Et là, ben, il décide, voilà. On empiète sur le territoire de l'école, mais en fait, il ne le fait pas pour lui, il le fait pour le peuple. Donc, il n'y a pas de problème, mais c'est cette idée. Mais une fois que le jardin de l'école est plein, comment je fais? Et là, la solution va venir de la battute, ou va être à la battute, c'est d'Arrigan, propriétaire viticulteur à la battute. Ça va donner des cultures expérimentales, beaucoup de travail. C'est énorme comme travail, il faut le gérer, il faut surveiller les plants, il faut gérer tout ça. Mais au final, Bacot, ce qu'il va faire, c'est qu'il ne va mettre sur le marché que 2 séries de 5 hybrides. Au final, si on cherche sur le marché des 6200 plants de Bacot, il n'en mettra que 10. Cela montre un certain sens, on va dire, des responsabilités, parce qu'une des raisons, bon, il eût été difficile de mettre sur le marché 6000 plants, même commercialement, c'était difficile, mais peut-être une cinquantaine, une quarantaine, une trentaine, une centaine, comme certains ont pu le faire. Mais Bacot va toujours être très attentif à ce que rendent vraiment ces plants. Parce que comme on l'a dit au début, son idée est vraiment de servir la petite patrie. C'est pas un hybrideur qui s'amuse. On pourrait dire, c'est un peu comme dans le cas, là on n'est pas de, c'est presque Cincinnatus qui pose la charrue pour aller défendre Rome. Là, on a Bacot qui pose la blouse d'instituteur pour aller faire des vignes, pour défendre la petite patrie qui est en danger. Et cette mentalité, il va la garder. Ça fait que l'idée de commercialiser beaucoup ne semble pas l'effleurer. Il est vraiment dans cette idée, il veut des plans qui marchent. Et ces plans, la preuve que l'on a de cette idée, il faut que ça marche, que ce soit des plans utiles, c'est que dans la première série de 1912, donc vous devinerez assez facilement le code de couleur, les cépages rouges en rouge, les blancs en blanc, et l'unique cépage rosé qu'il y a en rose. Et justement, vous pouvez voir que Bacot numéro 1, Maurice Bacot, Chasselas Bacot, mais ici, je les ai mis à part par l'italique pour une raison très simple. Ces deux plants, le Capéran et le Petit Bouet, ne vont être commercialisés que pendant 2-3 ans. 1915, Bacot décide, vu que les résultats sont trop irréguliers, d'arrêter de les commercialiser. Donc vous pouvez voir, il n'y a pas l'idée de vendre à tout prix, vraiment, il y a cette idée d'une certaine qualité qu'il veut maintenir. Et après, on va me dire, 1912-1924, c'est presque comme les disques de Cabrel, des fois il faut attendre beaucoup. Mais il faut voir que pour faire de la vigne, c'est comme Cabrel pour faire des chansons, il faut du temps, c'est pour ça, à chaque fois, pour avoir le temps d'essayer. Donc, 12 ans plus tard, une autre série, cette fois-ci 4 blancs, 1 rouge, qui seront tous commercialisés. Ici, vous avez des photos justement de quelques-uns de ces cépages, vous pouvez les voir quand le temps le permet. Il faut arriver au bon moment au musée. Il y a un excellent conservatoire des vignes des Landes dans le cadre du musée, et c'est un des rares endroits où on a un conservatoire presque total des vignes Bacot, puisque de mémoire, il ne manque sur le cadre du musée que 2 ou 3 de ces vignes, dont les 2 qui n'ont été commercialisées que pendant 2 ans, donc il serait difficile de les avoir. Et donc, on va voir tout ce travail. Alors, c'est très intéressant, les hybrides de Bacot, quand on les regarde. Vous avez quelque chose de très classique sur des hybrides. Ils vont avoir un nom de code, puisque par définition, un hybride, quand on le prépare,
on va bien calculer, puisque chaque fois c'est un test, on va dire, c'est un essai. On sème et on verra ce qui sort. Donc il faut bien savoir de quelle plante on est en train de parler pour pouvoir éventuellement la reproduire et pour bien la suivre. Donc des codes qui vont en fonction des rangées dans lesquelles elle se trouve, mais aussi, à l'exception, on pourrait dire, du Bacco numéro 1, quoique dire le numéro 1, c'est déjà quelque chose de fort, et on verra que l'histoire lui a donné raison, ça pourrait être sans doute pour lui le premier, mais aussi on verra que ça va être un peu son numéro 1. Et ensuite, vous allez avoir beaucoup de noms. Bon, Maurice Bacco, son fils décédé à l'âge de 17 ans. Chasselas Bacco, c'est un chasselas retravaillé par Bacco, qui aura ce qu'il aura. Capéran, Petit Bouet, Petit Bouet on a vu, c'est vraiment des termes qui avaient un double avantage, c'est qu'ils parlaient un peu aux gens. Ils parlaient aux gens du pays. Et ensuite, on a la série, par exemple, sur des indices de maturité, sur le Tomur, sur le Doriou. Les gens comprenaient, on est sur des raisins assez précoces. Céline, sa femme, vous savez bien le faire. Casalet, alors c'est intéressant parce que Casalet qui fait allusion un peu justement à la maison, au jardin, alors, des fois dans certaines publicités, il a été écrit d'une façon très barbare, puisque Bacco, instituteur, l'écrit comme ça, Casalette, mais des fois dans des publicités, donc dans les textes imprimés, vous l'avez Casalet AI, parce que c'est moins grave, mais bon, on va respecter la parole de l'instituteur. Et Estella, le raisin qui brille, on pourrait dire de mille-feux, vous l'avez là. Vous avez ce goût chez Bacco de faire des hybrides utiles. Et on va rencontrer ici justement des destins très divers des raisins de Bacco. Il faut voir que certains d'entre eux, comme on l'a dit, vont être commercialisés très peu de temps. D'autres vont avoir et on va rentrer dans ce thème-là, des succès nationaux sans appel. De fait, si on s'amuse à faire une carte de répartition des ventes de Bacco, j'en ai une que j'avais présentée ici il y a des années et que je trouve très moche, j'ai eu honte de la remettre. Elle couvre pratiquement toute la France. C'est ce qui est intéressant. Et surtout, on va voir qu'une des zones dans lesquelles Bacco va avoir non seulement du succès, mais aussi la clairvoyance de se placer, on va dire, sur le marché de bonheur, ça va être la France, on va dire, la France viticole du Nord. Et notamment une France viticole du Nord-Ouest qui avait un gros problème, c'est qu'elle avait aucun cépage pratiquement qui lui convenait. Je ne parle pas des Pays de Loire, je parle au-dessus des Pays de Loire. Et Bacco va avoir une idée qui est, et là c'est, Bacco d'Arrigan vont être très forts en termes on va dire, de commercialisation, qui est un peu du génie. Vous pouvez voir, Château du Grand Bouet, déjà ça c'était très, très commercial. Peut-être que la famille va me dire que la maison s'appelait du Grand Bouet, mais château, j'en doute. Mais à la battute, mais détenteur des hybrides producteurs directs Bacco, on est en 1909. Je vous ai dit, la collection officielle a été lancée de fait la saison 1912, bon 1911 si on compte l'autre. On est 3 ans avant, et ils ont l'honneur d'informer les viticulteurs, les agriculteurs, parce qu'ils ne sont même pas viticulteurs, beaucoup d'entre eux, bretons, du Maine, normands et d'Île-de-France, qu'il y a des cépages qui vont arriver et qui vont permettre pour eux quelque chose d'absolument impossible, de produire du vin rouge sur leur exploitation. La promesse, il faut bien la lire, c'est pour des agriculteurs qui, en général, pouvaient être des buveurs de cidre, mais qui pouvaient avoir pris le goût au vin, qui avaient notamment en Île-de-France, on avait une tradition de consommer du vin, des gens qui, pendant longtemps, avaient pu dépendre pour le peu de vin qu'ils consommaient du marché. Mais le marché du vin en France, avec tout ce qui s'est passé, les crises justement phytosanitaires, fait que début du XXe siècle, trouver un vin pas cher de qualité à la vente est très difficile. On ne va pas dire impossible parce que sinon des gens pourraient sortir de leur tombe, mais est très très difficile. Il y avait énormément de vins frelatés, des choses horribles. À tel point qu'il y avait des personnes, par exemple, pour donner une idée du contexte, au plus dur de la crise phylloxérique, on a dans les Pyrénées des gens qui vont se remettre à produire du cidre parce que le vin qu'ils achetaient n'était plus du vin. Honnêtement, c'était une bouillie chimique, c'était plus du vin. Donc les gens préféraient avoir du cidre. Là, le Bacco promet à des gens qui sont justement dans la France, naturellement du cidre, de leur dire, je vais pouvoir faire ce que personne n'a fait pour vous depuis des siècles, où il y avait une idée qu'il y avait une viticulture en Bretagne,
en Bretagne, avec le Baco numéro 1, vous allez pouvoir produire du vin. Et il le fait donc en avant-première, c'est ça qui est génial. 2 ans avant la mise sur le marché, pour vous permettre, voilà, il y a ce côté, pour lui c'est aussi un test, mais il y a ce côté-là, voilà, on va vous donner la possibilité de faire du vin. De fait, cette puissance dans cette France de l'Ouest qui produisait peu de vignes va avoir des résultats très contrastés. Le Baco numéro 1, ça va marcher. Et on a pas mal d'agriculteurs de Bretagne qui vont écrire à Baco pour le remercier, en lui disant, en gros, grâce à vous, je produis mon vin. Ce qui va se passer, et ça, c'est pas vraiment sa faute. Après, il y a des gens, c'est assez classique, c'est très français, comme des gens ne vont pas être satisfaits de l'achat de certains cépages Baco, ils vont aller se plaindre au responsable qui leur avait dit d'acheter les cépages Baco, et le responsable va écrire à Baco et à Darigan. Pour leur dire quoi? Pour leur dire, même il y a une lettre qui est assez amère, voire mauvaise, vous nous avez vendu des raisins qui ne mûrissent pas. Que ce soit Estella, que ce soit tout cela, ça ne marche pas, ça ne mûrit pas, et votre vigne, elle produit pour la salade, elle fait du vinaigre. C'est une honte, vous nous avez trahis. Mais dans la même lettre, que dit la personne déçue qui porte la voix de plusieurs agriculteurs? Vous n'auriez dû nous vendre que du Baco numéro 1. Parce que le Baco numéro 1, ça marche. Et justement, on verra ce destin particulier du Baco numéro 1 dans les zones froides qui va, on peut dire, changer la face du monde viticole. Mais quand on parle de la France et des raisins de Baco, comme je vous le disais, des succès plus ou moins forts. Par exemple, le Chasselas Baco est un Chasselas fort honnête, mais bon, il a eu un succès relatif, discret, on va dire, mais il y avait pas mal de clones de variétés de Chasselas classiques et les gens l'ont relativement bien apprécié. D'autres vont avoir des divers succès. Il ne faut jamais oublier les succès régionaux. Tous les Landais qui ont, comme je vous le disais, moi qui ai grandi sur la frontière, on va dire, pays Charnégou, j'ai connu le Baco 22A quand j'étais petit. Beaucoup de gens ont des treilles de Baco toujours. Là, vous en avez une à Asquin. On va dire dans cette France de l'extrême sud-ouest, les Bacos vont très bien fonctionner, divers Bacos. On va voir par exemple aussi dans un sud-ouest un peu plus grand. Alors là, c'est un exemple. Certains vont croire que je suis fou, même si des fois on en rêve. Je montre une photo de Paris et je parle du sud-ouest. C'est que cette treille à Paris, pas trop loin dans le quartier Charonne, elle a une histoire. Elle a été plantée dans les années 70 de mémoire par le propriétaire du bar, mais elle vient d'où? Le cep de base vient de Bouzoul-Aveyron. C'est-à-dire que cet Aveyronnais, et là on rentre dans l'histoire parisienne, les Aveyronnais de Paris, l'Aveyronnais qui est monté à Paris, il est monté avec son Baco. Parce que le Baco faisait partie de son univers, comme de beaucoup de régions de France. Et puis on peut même voir à Épinal, donc là on est vraiment, on est dans des zones, on pourrait dire, un peu extrêmes quand on parle de vignoble. Le résultat d'un homme très satisfait, on en fait même une carte postale, c'est ça qui est intéressant, avec du Maurice Baco. Un magnifique Maurice Baco à Épinal, et comme je vous le disais, pratiquement dans toute la France, pratiquement on va le voir, à tel point qu'il y a peu de temps, un collègue médiéviste, mais qui a une vigne, m'a contacté à travers ces réseaux comme Academia et comme ça, où on se trouve. Et il m'écrit parce qu'il avait lu un papier que j'ai fait sur Baco. Il me dit, moi j'ai plusieurs hybrides dans ma zone, il est dans le Jura. De mémoire, on n'a pas localisé du Baco dans ma zone, mais bon, il faudrait voir. Mais voilà, c'est un peu cette idée. Excusez-nous, nous on n'en a pas. Mais en cherchant, voilà, parce qu'il va y avoir une dimension, une extension très forte de divers Bacos au niveau national. Alors l'Île-de-France, je vous aimais Paris, mais par exemple Argenteuil, ces vignobles de vins je ne dirais pas de mauvaise qualité, parce qu'on va revenir là-dessus, de vins courants qui approvisionnaient encore Paris fin 19e, dans le cas qui nous intéresse début 20e, Argenteuil va s'intéresser au Baco. Parce que c'est des vins qui, justement, sous son climat, permettent d'obtenir des choses, surtout le numéro 1. On va donc avoir cette diffusion en France très importante. Mais quand on parle des cépages de Baco, et comme je l'avais dit dans une des présentations de la conférence, l'idée aujourd'hui c'est de faire reconnaître Baco à ceux qui ne le connaissent pas, et ces cépages à ceux qui ne le connaissent pas, mais aussi
d'essayer d'intéresser les gens qui connaissent déjà Bacco. On a deux cas intéressants, particuliers. De fait, si on parle vite, et je crois que François Bacco serait d'accord avec moi s'il m'entend, dans l'histoire, il y a vraiment deux Bacco qui vont marquer plus l'histoire. Je ne veux pas dire que les autres, les 8 autres cépages, enfin, on en enlève 2, donc les 6 autres cépages Bacco qui vont tenir une autre, qui vont connaître une certaine diffusion, je ne veux pas dire qu'ils n'ont pas rendu de fiers services, qu'ils n'ont pas eu des succès. Mais si on regarde aujourd'hui, avec la distance, quand on dit Bacco, dans les mots qui viennent immédiatement, il y a numéro 1 et 22A. Et le cas du 22A dans les Landes nous touche particulièrement. Comme on est musée de la Chalosse, on pourrait dire en Gascogne, au-delà des Landes, pour inclure aussi le Gers, le Bas-Armagnac, de fait. On a une histoire très particulière avec le cépage Bacco 22A, qui est intéressant parce que c'est d'ailleurs un de ses tout premiers, une de ses toutes premières créations, comme d'ailleurs le numéro 1. C'est de la première saison, c'est un peu comme les séries télé, hein, la première saison est la meilleure bien souvent, et qui va rester. Ce qui va se passer avec le 22A, c'est que le 22A, qui est un hybride de folle blanche, va intéresser les producteurs d'eau-de-vie. Quand je dis intéresser les producteurs d'eau-de-vie, je ne parle pas que d'Armagnac, je parle aussi de Cognac. Au début, tout le monde s'intéresse au Bacco 22A. Ce qui va se passer, c'est que à un moment donné, début des années 30, au moment où se mettent en place les concepts de l'appellation d'origine, des choses comme ça, Cognac va bouter hors de son territoire le 22A, va décider qu'il ne rentre plus dans ce qu'on appelle aujourd'hui les cahiers des charges pour produire de l'eau-de-vie de Cognac. En Armagnac, on n'est pas passé loin de ça. Il va falloir batailler ferme dans les années 30. Ça n'a pas été gagné pour sauver le 22A en Armagnac. Le défaut classique, en fait le défaut, le grief, on reviendra sur cette notion de défaut plus loin, c'est que ces vins de cépages hybrides producteurs directs étaient accusés ou on mettait en exergue certaines qualités intrinsèques de leurs vins. Si je voulais parler vite, comme il ne faut pas le faire, je dirais qu'on leur trouvait des défauts. Ils avaient des défauts, mais on verra que tout ça, c'est une construction culturelle. Mais on s'inquiétait pour la qualité de certaines eaux-de-vie en utilisant des vins auxquels on trouvait des défauts. C'est pour ça que Cognac dit non. En Armagnac, il faut lutter, mais fin des 1935-36, la bataille est gagnée. Le Bacco va rester. Non seulement le Bacco va rester, mais jusque dans les années 50, on va dire, 50-60, ça va être un des cépages qui va beaucoup intéresser les viticulteurs locaux, qui va être même planté de façon plus que notable. Alors j'ai fait une allusion à notre domaine à tous les Landais, tous ceux qui payent les impôts dans les Landes, on est à la maison. Essayez de ramener une bouteille, allez-y, dès que vous êtes à la maison, ça ne marchera peut-être pas si facilement, mais c'est chez nous, domaine d'Ognoaz, un endroit qui vaut la peine de visiter, qui est fort intéressant avec cet alambic du 19e siècle. En Armagnac, donc, on va le garder. Ce qui va se passer, comme je vous le disais, jusqu'à début de la seconde moitié du XXe siècle, il n'y a pas de problème avec le Bacco. C'est pour ça, par exemple, que cette bouteille Armagnac Global 1942, dedans, le Bacco a beaucoup contribué. En voyant certains regards à l'assistance, je précise une chose, cette bouteille n'appartient pas à ma collection, je ne l'ai pas vue, je l'ai photographiée, c'est encore plus intéressant pour les Landes, et on est glorieux, fait pour la Gascogne, à Poznan, Pologne, l'an dernier. Je me suis demandé comment elle avait pu arriver là. Mais elle y est arrivée. Je n'ai rien contre la maison Lobat, c'est par la qualité de ses produits qu'elle est arrivée, mais vous êtes en train de marcher dans la rue, vous êtes en train de manger un croissant là, de la Saint-Martin de Poznan, et tout d'un coup, vous voyez Armagnac, vous êtes déjà content, et vous voyez 1942, là, vous dites, c'est fort, et vous faites la fête. Mais donc, on a la maison, ce qui va se passer, c'est qu'une maladie va apparaître, la flavescence dorée, et le Bacco 22A, il a un talon d'Achille, on va dire, il a peut-être plusieurs talons d'Achille, mais ce jour-là, il y en a un qui apparaît, c'est sa faible résistance, on va être généreux avec lui, à la flavescence dorée. Ce qui fait que dans beaucoup d'endroits, la solution va être de le remplacer
profit du colombard, de l'ougni, de certains d'autres cépages. Et on va avoir une contraction, pour ne pas dire au final une raréfaction dans le vignoble d'Armagnac, du Bacchus. Avec des effets, par exemple, à Ognoas, il en reste un peu, et certains millésimes contiennent une quantité notable. Et par exemple, des maisons comme l'Aubade d'aujourd'hui sont très fières de dire qu'elles ont du Bacchus dedans. Et il y a même des maisons, citons, de toute façon, ils n'ont pas mon adresse, ils ne pourront pas envoyer de bouteille. Donc, Gélas, par exemple, fait un Armagnac 100% Bacchus, avec beaucoup de Bacchus 22. Pourquoi? Parce que ce qui est en train de se passer, c'est que, et c'est là que le retournement de l'histoire est assez intéressant pour le Bacchus 22, nous avions un cépage que certains voulaient proscrire, mais comme il se raréfie, et comme certains diraient du Biban, il est quand même né dans les Landes, il a une valeur patrimoniale. Et en plus, il donne un résultat qui n'est pas mauvais. Donc aujourd'hui, depuis on va dire depuis une grosse décennie, mais la chose est en train de se confirmer, le 22A, qui est devenu cépage minoritaire, non seulement il est cépage minoritaire, mais il est cépage vraiment patrimonial. On a une super valorisation, je ne dis pas une survalorisation parce que c'est émettre un jugement. Je dis une super valorisation parce que fanatique du 22A depuis mon enfance, pour des raisons gastronomiques, des raisins que je piquais au merle avant. Parce qu'en fait, le raisin de ma grand-mère, c'est très simple. Soit c'est les merles qui le mangeaient, soit je le mangeais vert. Donc, souvent, j'ai mangé du Bacchus 22A vert, mais ce plaisir de sentir la pulpe qui se sépare de la peau, qui, pour moi, est un critère de qualité. Après, il y a des gens qui m'ont expliqué que j'étais un barbare, ça, c'était les raisins de cuve et que ça valait rien. J'ai ce respect du 22A et aujourd'hui, on voit qu'il devient un produit patrimonial. L'Armagnac de Bacchus 22A. Et c'est un cas qui est assez intéressant au niveau national parce que, et même on pourrait dire au niveau international, puisque l'appellation d'origine Armagnac est la seule à avoir un cépage hybride producteur direct dans ces cépages autorisés. Donc là, on a un aspect intéressant, vous allez voir, vous voyez, de ce Bacchus qui, on peut dire, s'est sauvé et passé entre les mailles d'un filet qui était injuste. Je ne suis pas en train de dire qu'il est passé entre les mailles comme un fraudeur, non. Il est passé entre les mailles d'un filet qui était injuste, puisqu'on voit aujourd'hui le triomphe qu'il a. Ensuite, on a son frangin, le Bacchus numéro 1, ce super héros des treilles, on a vu du nord de la France, du sud des Landes, avec des résultats souvent intéressants, qui a eu un petit problème, comme beaucoup de cépages hybrides producteurs directs, c'est que les hybrides producteurs directs, et c'est pour ça qu'ils me fascinent les hybrides producteurs directs dans l'histoire de la vigne et des hommes, c'est qu'à un moment, on a été bien content de les avoir, et c'était pour le vin pour les paysans, tout le monde trouvait génial, parce que ça revenait moins cher, ça produisait beaucoup, et ça produisait ce que ça produisait. Et puis on les a abandonnés, ça me fait penser à la chanson de Sardou, ne m'appelez plus jamais France, c'est ça, la France, elle les a laissés tomber à un moment. Elle est rentrée dans cette idée qu'ils ne produisaient pas un bon vin. Alors il faut faire attention quand on parle du Bacchus numéro 1, ou par exemple de l'Estella, qui est l'Estella, dans le fond des archives, on a une lettre d'un château important du Bordelais, qui écrit à Bacchus dans les années 30 pour lui dire, le régisseur lui dit, moi personnellement, on a planté de l'Estella, moi personnellement, son vin me donne satisfaction en quantité, degré alcoolique, super résultat. Après, on a fait analyser le vin, et les personnes qui l'analysent me demandent d'où il sort son goût herbacé, que c'est vraiment, qu'est-ce que c'est cette chose et tout. Donc en gros, cette personne explique que voilà, ça passe ou ça casse. Et lui, comme il doit vendre son vin, désolé, mais ça casse. Qu'un paysan se le garde s'il veut, mais moi je dois vendre, ça casse. Et c'est ce qui va se passer avec beaucoup de cépages hybrides. Et là, il faut faire une distinction quand on parle du Bacchus, parce que des fois, des gens vont penser justement à l'histoire du Noah et des vins qui rendent fou. Il ne fait pas partie des hybrides qui étaient des vins, on va dire, à méthanol, de ces vins qui rendaient vraiment fou. Il ne fait pas partie de cette liste-là. Il fait partie de la liste des hybrides qu'on n'a plus voulu voir parce qu'on n'aimait pas trop leur saveur. Alors, le Bacchus numéro 1 va perdre, disons, le droit de cité dans les appellations. Il va un peu réduire.
il sera arraché, il résistera dans certains endroits, il va beaucoup perdre de son importance en France. Parce que quand on parle des vins de Baco, justement, il y a la France et le reste du monde. Et quand on regarde ce qui va se passer dans le reste du monde pour le Baco noir, c'est une toute autre histoire. C'est que le Baco numéro 1, justement, va devenir le Baco noir. Le Baco noir, quand vous êtes en Amérique du nord de l'Amérique du Nord, nord des États-Unis, sud du Canada, mais c'est déjà Ontario surtout, il y a une fascination actuelle pour le Baco noir. Donc, l'avantage, c'est que quand c'est des Québécois qui parlent, ils disent Baco noir. Quand c'est des Américains états-uniens ou de l'Ontario, des fois, ça se transforme en Baco noir. Le Baco noir. Notre Baco va changer de nom. C'est vraiment, j'y avais jamais pensé, c'est un peu l'histoire de la chanson de Sardou. Il devient le Baco noir et celui qui était le France devient autre chose. Et là, il a une nouvelle vie. Là, vous avez un exemple d'une bouteille, celle-là, oui, je l'ai vue, d'un Baco noir réserve de l'Ontario. On aurait pu voir, comme je vous dis, il y a pas mal de Baco noirs sur le nord des États-Unis, des États comme l'Oregon, des gens comme ça qui produisent. On a un grand intérêt. Le Baco noir, on va le retrouver alors un peu moins, mais il y a des gens qui s'y mettent parce que justement, il y a l'effet Baco noir. On pourrait dire que Sideways a eu l'effet Pinot Noir et il ne manque qu'un film pour qu'on ait un effet Baco Noir mondial. Parce que déjà, on voit par exemple, il y a des revues de vin chinoises. J'ai un ami taïwanais qui travaille beaucoup sur justement les vins à Taïwan et tout ça. Quand on voit les revues chinoises, des fois dans les revues chinoises, on vous parle des Baco noirs d'Amérique en disant c'est des vins intéressants, fruités. Alors ce qui était saveur d'herbe devient saveur de fleurs, il y a beaucoup de choses, mais on a cet aspect-là. Et donc je vous disais, il y a par exemple en Tasmanie, il y a des gens qui se sont mis à faire du Baco noir monocépage, avec plus ou moins de succès. Il faut voir que l'Océanie nous paraît très loin quand on parle des vins de Baco, mais pendant les années, on va dire l'après-guerre, dans l'après-guerre, le cépage le plus cultivé du vignoble néo-zélandais était le 22A, le Maurice Baco. Après, il a périclité dans les années 80, il ne comptait plus, mais il a eu son heure de gloire là-bas. On trouve aussi du Baco noir, on en a envoyé en Afrique du Nord, à la grande époque du développement de la viticulture coloniale, on dira, dans les stations, il y en a eu au Maroc, il y en a eu en Algérie, on en a envoyé par là-bas. On a eu toute une diffusion comme ça. On a eu des cas de cépages Baco. On va en retrouver parce que là, je vous ai montré avant le missionnaire qui traduit en chinois. Et des fois, ils vont en demander là-bas, on va leur en envoyer. Donc c'est toujours anecdotique. Mais on voit même des gens missionnaires, arrivent en Afrique et en gros, des fois, ils demandent à Baco. Alors, on a un exemple, il y en a qui lui demandent dès que je plante une vigne, il y a des bêtes qui la dévorent, des vermines qui la dévorent. Est-ce que vous avez une solution miracle? J'ai pas eu la réponse de Baco, puisque par définition, il l'a envoyé là-bas. Mais par contre, des fois, on lui demande est-ce que vous pouvez nous envoyer de tel ou tel cépage? Et il y a même quelque chose d'assez exceptionnel dans ces envois à la demande des lointains, c'est que Baco a pu envoyer, je vous le disais, 6200 créations, 8 qui ont vraiment été à la vente, mais il y en avait 6000. Et des fois, il a pu envoyer, notamment en Asie, des cépages qui n'étaient pas référencés au catalogue commercial, mais dont il avait parlé dans ses études sur la vigne, puisque quand il écrit ses ouvrages, parce qu'il y a cette dimension-là aussi de Baco, qui va faire de la pédagogie de son travail d'hybrideur, et il évoque des cas d'hybridation en disant que ça a plus ou moins marché, des lecteurs. Alors bien sûr, c'est souvent des lecteurs d'origine française, voire même des lecteurs d'origine gasconne, qui sont là-bas, mais c'est l'histoire du monde. Ça fait que quand même, ça part là-bas. Vont lui demander des cèpes de ces cépages qui ne sont pas catalogués, et il va les envoyer. Et d'ailleurs, ça me fait penser de revenir à ça, dans ces cépages, la plupart de ces cépages sans vie commerciale n'ont pas eu de nom. Mais quelques-uns, pour le plaisir ou pour cette relation un peu charnelle avec la vigne, il y en a un par exemple, il va s'appeler le rescapé. Il a eu une vie compliquée et donc vous avez ce travail, et pour revenir donc à notre Baco noir, une vie en dehors de France,
À un moment, quand Bacot est à la fin de sa vie, il y a un jeune instituteur landais qui vient le visiter et qui fait un papier sur lui et lui dit mais je sais que j'en ai en Californie, que j'en ai au Chili, j'ai eu des envois pour l'Amérique du Sud, pour l'Amérique du Nord. Donc on va avoir une diffusion mondiale avec des succès plus ou moins forts, mais on va le retrouver au Brésil aussi. Des années, Baco Preto, au Brésil, on a toute une vie vraiment des cépages Baco et un triomphe, je dirais, au Canada, États-Unis. Alors vous, personne, je vais dire que Canada, mais aussi, il ne faut pas oublier la partie des États-Unis. Et là vient une question essentielle, et qui est pour nous, gens d'ici. Je me rappelle que j'ai été fait membre de la confrérie des Amis du Vin de Chalosse. Donc, une question qui se pose à nous, gens du vin de Chalosse, gens du vin des Landes. Puisque chez nous, on nous dit, on lit, l'histoire a fait qu'on nous a dit. Je dis l'histoire officielle parce que je ne veux pas que monsieur le maire de Bélus, s'il m'entend, fasse un infarctus en pensant que je suis en train de le trahir. La photo vient derrière. Mais l'histoire officielle nous dit, avec le Baco, vous ne pouvez pas faire du bon vin. Et on me dit, quand je suis au Canada, on me dit que c'est un vin intéressant. Et moi qui suis un buveur d'eau barbare, quand je bois du Baco noir, en essayant d'oublier que c'est du Baco, parce que déjà ça me fausse l'analyse, je trouve un vin qui n'est pas mauvais. Pourquoi? Que faut-il donc pour faire du bon vin avec du Baco si c'est possible? Ou alors certains vont me dire, ouais mais ce vin il n'est pas bon. Oui mais il est cher. Parce qu'on parle de bouteilles qui sont autour, des fois, on dépasse les 20-30 dollars sur certaines bouteilles sorties de propriété. Celui de Tasmanie, après là c'était du dollar canadien, donc je me perds vite avec le dollar canadien, qui est un peu un tiers moins que l'autre, mais on est sur des prix, on est sur des vins qui ont un intérêt commercial. Qui veut dire surtout, quand je parle d'intérêt commercial, c'est un grand critère dans l'histoire du vin, c'est qu'à la rigueur, on s'en fiche que le vin soit bon ou mauvais, l'important c'est que les gens ont envie de le payer. Et il y a des gens qui ont envie de le payer. Donc on peut faire un bon vin avec du Baco. Alors immédiatement, le réflexe, très français, nous qui avons le culte de l'appellation d'origine, qu'est-ce qu'on dit? Le terroir. Et c'est un argument qui pourrait paraître imparable. Ce qui se passe, c'est, alors je vais essayer de parler comme un œnophile digne, je suis un buveur d'eau donc ça me coûte, un œnophile dirait, le Baco numéro 1, le Baco noir, a trouvé le terroir qui lui permettait d'exprimer son potentiel dans des terroirs lointains et nordiques. Parce que c'est tout ce qui fait le succès, on va dire, dans l'Amérique du Nord, du Baco hybride producteur direct, c'est que là où les autres gèlent, il tient le coup. Il a une très bonne résistance au froid et une grande vigueur qui, s'il lui passe quelque chose, il va réussir à récupérer. C'est ça qui a fait la base de l'implantation là-bas et de son succès. Le Canada développe aujourd'hui des vins de Cabernet, des choses comme ça, mais comment on fait pour avoir du vin de Cabernet à Québec? Il faut chauffer les vignes. C'est des systèmes très compliqués pour maintenir, pour éviter le froid. Alors qu'avec le Baco, on est dans des choses qui peuvent rester beaucoup plus raisonnables. Donc, l'idée serait là, le terroir, parce qu'on va se faire plaisir, on va pas dire, vous savez, quand on parle du vin, on parle toujours de deux critères, qui sont d'ailleurs dans la définition maintenant moderne du terroir que l'on a. Il y aurait le terroir pédologique, climatique et tout ça, et le savoir-faire des hommes. Ce serait difficile de dire, certains le feraient peut-être, un œnophile qui parle bien et qui n'est pas un buveur d'eau comme moi pourrait peut-être dire, le Baco a trouvé au Canada des gens qui savent le vinifier, ce que ici vous n'êtes pas capable de faire. Je ne le dirai pas. Et là, l'argument paraît plus faible. Et de fait, quelle est la réponse à la question? Que faut-il pour faire un bon vin avec des cépages Baco? La réponse, elle n'est pas vraiment dans le terroir ou dans le savoir-faire des hommes. Mais la question, la vraie question, quand on parle de savoir qu'est-ce qu'il faut pour faire un bon vin, elle ne se trouve pas dans la question sur les cépages, elle se trouve dans la notion de bon. Qu'est-ce qui est le bon? Le bon est une décision culturelle. Parce que ce que va vous donner un terroir
au sens pédologique, plus le savoir-faire des hommes, c'est un vin, un liquide alcoolisé à base de raisin, qui aura des qualités intrinsèques. Je ne suis pas en train de dire qu'on peut faire tout partout pareil. Ce que je dis, c'est qu'ici ou là-bas, en Ontario par exemple, quand on fait du vin avec du Baco, on obtient un certain résultat. Quand ici, les gens vendangeaient leur treilles de Baco, ils obtenaient un certain résultat. Et je le mets encore au passé, mais on va pouvoir dire obtiennent. Et ça, c'est pour la diapositive suivante. Ce qui se passe, c'est que la notion de bon, ensuite, c'est une décision de dire si ces qualités sont bonnes ou mauvaises. Et de fait, dire qu'un vin fait avec du Baco est bon ou mauvais, c'est une décision culturelle. Alors là, c'est l'inconvénient d'avoir... Ici, j'ai un public très nourri de 2 personnes, mais je sais que vous êtes un peu plus, j'espère, à regarder sur votre ordinateur. Il y a sans doute des gens qui sont de grands défenseur de l'appellation d'origine française qui vont dire c'est un barbare, qu'est-ce qu'il est en train de nous dire, un buveur de tequila, qu'est-ce qu'il est en train de nous inventer. Il y a un exemple très simple dans l'histoire qui montre que le fond de la question se trouve là, qu'est-ce que le bon? Ça peut même être une colle, un jeu. Dites-moi le nom d'un mauvais vin du XVIIe siècle qui est devenu bon parce qu'il a plu au roi. Réponse, Champagne. Le vin de Champagne, quand il commence à plaire à la cour du roi Soleil, possède toutes les caractéristiques d'un mauvais vin de son époque. Mais il plaît au roi. Et ça change tout. Et ça a fait aussi qu'il y avait des bourguignons qui ont fait des pamphlets énormes à essayer d'expliquer à la fin du XVIIe siècle, mais attendez, de quoi on parle? Vous me dites qu'un mauvais vin, il est comme ça, comme ça, comme ça. D'accord, ça, c'est le vin, par exemple, de la petite couronne de Paris. Mais si vous regardez le vin de Champagne, il est pareil. Et nous, le Bourguignon, on fait ce qu'on a toujours dit que c'était le bon vin. Qu'est-ce qui est en train de se passer? Il est en train de se passer qu'il a plu au roi. La construction du bon est très culturelle. C'est une lecture. Et ce qui va se passer, c'est que n'importe quel vin, on peut le lire d'une façon ou d'une autre. Et quand on parle de ça en parlant des cépages de Baco, comme je vous le disais avant, il y a beaucoup de chansons, je sais pas, c'est ce qui fait beau aujourd'hui. On a joué à faire semblant, comme disait l'autre, à faire comme si le vin de Baco, comme il avait été interdit des appellations, avait disparu, qu'il avait été arraché, comme s'il avait disparu. Mais il y a une réalité française qu'on fait semblant de ne pas voir, en fait en grande partie. Là, je vais montrer 2 vins, et c'était un hommage, je ne veux pas me tromper, mais je crois bien que s'il s'agissait du maire de Bélus, en tout cas c'était un des maires du pays d'Orthe, quand j'étais venu à Sort de l'Abbaye et qu'on m'avait fait une dégustation de vin de cépage Baco, bien landé de chez nous, sans étiquette ni rien, parce que c'est des vins maison, mais on en fait 22 et 1, Baco 1, 22. Il y a aussi toute une réalité de gens qui, quand ils s'expriment sur les forums viticoles, vous savez, on a eu la grande mode de la bière amateur, des gens qui font de la bière à la maison. Il y a aussi un mouvement qui est en train de remonter un peu, qui est quelque chose qui n'a jamais disparu, de faire du vin à la maison. Mais bon, le problème, c'est que pour faire du vin à la maison, il faut une maison avec un jardin. Et ça limite, on va dire, les possibilités. Mais il y a beaucoup de gens qui font leur vin, ou qui ont gardé la pièce des grains de vigne des grands-parents, des choses comme ça, ou même des gens qui ont planté pour faire leur vin et qui font leur petit vin. Et ces gens, ils sont souvent très discrets, mais ils parlent sur les forums. Et si vous regardez sur des forums qui parlent des cépages Baco, ou si vous faites des études sur Baco, que vous publiez un papier et qu'il y a des gens qui vous écrivent pour vous dire, moi jamais, ça me plaît, voilà. Vous voyez qu'il y a toute une vie du vin Baco en France actuellement, discrète, cachée, dans des endroits où les gens ils disent, oui, moi il me plaît. Il y a même un Belge qui s'intéresse beaucoup au vin de Baco depuis des années et qui publie ses travaux sur le vin de Baco. Et il a une formule, il dit en gros, le vin de Baco numéro 1, c'est simple. Soit il plaît, soit il fait cracher. Pour simplifier sa pensée, c'est que soit on l'adore, soit on le déteste. Parce qu'il a des qualités intrinsèques particulières. Mais comme le dit très bien cette personne qui se place au-dessus de cette idée du bon,
du bon vin. D'ailleurs, qui décide qu'un vin est bon? Pendant très longtemps, c'était amusant parce qu'on avait comme une sorte de consensus. Ça avait été un critère qui avait été créé par le marché. Et quand là, je parle du marché, c'est pas, je ne suis pas en train de faire une dénonciation du capitalisme, je parle du marché depuis, pour le moins, on va pas remonter au 18, on pourrait remonter déjà au 18e, mais on va dire depuis la classification de, par exemple à Bordeaux, la classification est des années 1850 est une lecture du marché de l'époque, qui est cher à l'époque, c'est pas autre chose, mais après ça crée des critères de qualité, il y avait un certain consensus. Puis il y a un type qui est arrivé, il s'appelle Parker. C'est pour ça que je dis un type, parce qu'il y a plein de gens qui le détestent. À Bordeaux, il y en a qui auraient dit un gazier, on se fait plaisir. Il y a le type, il arrive là, un avocat américain, il commence à dire, moi je ne comprends rien à vos façons de juger le vin, alors je vais le juger à ma façon. Il a de l'argent, il écrit en anglais, il passe bien à la télé, et le type il réforme. Il réforme la vision de certains vins. Il fait qu'il y a des châteaux qui se mettent à trembler parce qu'il y a, c'est le Mexicain qui parle, un gringo qui arrive à leur expliquer que lui, il n'aime pas leur vin. Alors que leur vin, on dit depuis un siècle qu'il est excellent. Donc vous voyez, la vision du vin, elle peut changer. Et il y a des gens qui, sur le baco, font du baco et disent, le baco me plaît. Il y a même une réalité commerciale du baco. Alors là, il met 2C parce que c'est un GAEC intéressant, le GAEC du Pic, tout près de Saint-Étienne. C'est spécialisé, on peut dire, dans les cépages oubliés. Parce que c'est une énorme tendance actuellement dans le monde du vin, ce retour aux cépages oubliés. Alors les cépages oubliés, c'est intéressant parce que ça peut être des cépages locaux, et dans les Landes, on aurait notre dose. Il suffit de voir justement le conservatoire des vignes qui se trouve au musée. On a des cépages, on a les grands cépages, tous sont grands, mais il y a des cépages plus ou moins valorisés, et vous avez des cépages qui sont un peu passés de second plan. Vous avez aussi dans l'histoire de la vigne des cépages qui ont toujours été les seconds, on pourrait dire les poulies d'or. C'est intéressant parce que c'est des cépages on a un cas actuellement au Chili, et vous savez que pour mettre des cépages à la mode, le Chili est très efficace parce que le Carmenère en France, en monocépage, n'intéressait personne. Carmenère avait une grande réputation, c'était un cépage, des bons cépages. Mais il y en a un autre que le Chili est en train de remonter. Eux, ils l'appellent le verdo chileno. De fait, c'est pas un verdo, c'est la grosse mérille. La grosse mérille est un cépage qui a toujours été, pour les gens qui s'y intéressent, j'ai un article qui est facile à trouver en ligne, que j'ai publié sur ce cépage en France avant qu'il arrive au Chili. Ça a toujours été un second couteau. Pas bon, pas excellent, pas mauvais, un peu plus que médiocre. Mélangé, il fait de bon, il est intéressant. Il intéressait les gens, mais ça n'a jamais été un cépage style le Cabernet ou comme ça. Wow, non, il passait. C'est pour ça que c'est très dur d'en faire l'histoire, parce qu'il faut le repêcher. Mais donc vous avez des cépages oubliés comme ça, et puis dans les cépages oubliés, dans la mode actuelle, on a un retour à l'intérêt pour beaucoup d'hybrides. Alors les hybrides, il n'y a pas que ceux de Baco, il faut savoir que vous avez toute la série des Cébel, vous avez des hybrides qui sont arrivés ici depuis les États-Unis, vous avez des hybrides qui ont été sélectionnés dans d'autres pays. On a beaucoup d'hybrides qui ont circulé en France, qui étaient devenus les vins honteux, les vins de la treille et de la maison. Ces vins qui, toutes les personnes qui ont un peu l'habitude de la fréquentation du monde rural, je dirais même agricole, et c'est les fameux vins que des fois, il y a deux choses quand on fait des entretiens à la campagne qui sont classiques. Soit c'est le café, plus ou moins bon en fonction de la maison, parce qu'on ne peut pas faire le tour, ou en fonction de l'heure, c'est la bouteille du vin maison qui sort. Et quand le vin maison sort, des fois il faut dire c'est secret, mais des fois c'est du Noah, et la vingtaine est fière, les gens sont fiers. Des fois c'est autre chose, des fois ça peut être des bacos, ici souvent dans le sud-ouest, il y a des bacos rouges, et donc vous avez ces retours à ces cépages. Quand je dis des retours, c'est des gens qui veulent les cultiver et qui commencent à dire, bon, là, aujourd'hui, on est un peu lassé de ces listes, de ces codex où on nous dit ça tu peux cultiver, ça tu peux pas cultiver, ça c'est bon, ça c'est pas bon. On veut de la biodiversité, on veut que la biodiversité ce soit plus que des paroles. Et il y a des gens qui veulent les cultiver, mais surtout il y a des gens qui veulent les boire. Et le GAEC du PIC joue beaucoup. Je veux le dire avec respect, l'expression est mauvaise. Travaille beaucoup avec ça et fait tout un travail de mise sur le marché de vins fait avec des cépages qui ont perdu leur droit de cité classique. C'est pour ça qu'ils mettent Baco avec 2C. C'est pas qu'ils ne savent pas écrire. C'est que derrière l'étiquette et même sur leur site de vente, quand ils vendent, ils mettent
pour des raisons, pour des raisons légales, enfin, c'est pas vraiment légal, mais ils ont leur formule, pour des raisons particulières, donc on ne peut pas indiquer clairement sur l'étiquette quel est le cépage qu'on emploie, mais allez voir notre site web et comme ça, et on vous expliquera tout. Donc, ils font un effort, et ça dure depuis des années, ils font un baco comme ça, un baco qui fonctionne. Et de là vient aux membres de la confrérie qu'on m'a fait l'honneur de me faire, et à la personne d'ici, et un peu au provocateur, une question. Rêvons un peu. J'avais envie de marquer Retour vers le futur, mais après je me suis rappelé le film et ça ne correspond pas trop au cadre du film. Enfin, ça serait plus un retour. Et l'avenir du futur, ça aurait été l'avenir du futur, mais ça après, ça me classe dans une génération. Les gens vont dire, il est vieux. Regardez cette étiquette. L'étiquette est une vraie. Ici, il y avait juste écrit 1900 et c'était pour compléter à la main. Ça sonne bien. Viticulteurs qui peuvent nous voir, hein. Monsieur le président de l'IGP, si vous nous entendez, Jean Duvin d'ici, ça sonne bien. Vin d'hybride Baco, des côtes du Gard, coteaux de Chalos, du château du Bouet, je ne sais pas, du château de Peille, voilà, on a toute une possibilité. Ici, c'est du vin dehors. Et pourquoi pas en 2040, ça pourrait exister. Alors, la réponse, on va me dire, ah mais les textes, c'est pas possible de le planter, c'est pas possible de le multiplier. Nous sommes dans une période dans laquelle, plus que jamais, nous savons que la parole du législateur, voire du gouvernant, peut changer fortement. Il y a 4 mois, ça ne servait à rien. Aujourd'hui, je suis obligé de le mettre dès que j'arrête de parler. La parole peut changer. Les textes peuvent changer. Comme je vous l'ai dit, les bacos ne sont pas des hybrides qui mettaient en danger la santé des personnes qui boivent de façon raisonnable. Celui qui, pour parler comme ici, celui qui en pente trop, bon, s'il a un accident de voiture, il pouvait l'avoir aussi en ayant bu du Cabernet. C'est pas le problème. Mais on n'a pas un risque de... Et il y a un mouvement, parce que je ne parle pas comme je vous le dis, ce n'est pas dire comme ça hypothétiquement et pourquoi pas. Ça marche au Canada. Peut-être que d'ici 10 ans, il y aura un film qui produira un effet Baco noir. On a vu, et c'est là que ça me, comme quelqu'un d'ici, de ce pays, qui me fait un peu, qui me bouge un peu, c'est que ceux qui sont en train de le relancer de façon commerciale, j'ai aucun problème avec la Saint-Étienne, hein. Les Verts, quand j'étais enfant, Platini, voilà, ça fait partie. Mais bon, ils sont dans la Loire, ils sont à côté de Saint-Étienne, les personnes qui sont en train de le relancer commercialement. Et ici, on l'a vu, il n'est pas vraiment mort. Donc, si on pense, et j'ai mis 2040 parce que je ne voulais pas ce ne sera pas demain. Quand on parle de ces termes-là, il faut rester toujours réaliste. Moi, je travaille beaucoup au Mexique sur des problématiques de développement, on va dire, sur des produits locaux. Et là, quand on parle de ça, on ne dit pas aux personnes, demain, ton mezcal, il fera le tour du monde. Mais moi, je leur mets un peu des douches froides parce que, voilà, je dis, on y va lentement, lentement, lentement. C'est pour ça que 2040 me paraît une échéance raisonnable, surtout qu'après, il faut voir que la vigne, il y a un petit détail. La grande différence, comme aurait dit un philosophe, ça pourrait être un philosophe landais, la grande différence entre la vigne et les patates, c'est que les patates, il faut 1 an pour les récolter, la vigne, il faut du temps. Donc c'est pour ça que je ne dis pas demain. Mais peut-être à voir, parce que c'est une histoire pour comme on dit, les professionnels de la profession. Nous, qu'est-ce qu'on peut dire? On peut dire, ah oui, ça me plairait de voir de la production de Baco, c'est à eux de voir la rentabilité, c'est au niveau de nos IGP. Pour une AOC, c'est plus difficile, et quoique tout peut changer, mais même en dehors de l'IGP, en dehors de l'AOP, avoir un verlandais de Baco commercialisable, si les textes changent, mais on a des députés, et ils sont bons, ça peut agir. Les textes c'est pas la Bible. Les textes changent.
C'est pas gravé dans le marbre. Et on a peut-être, quand on parle, et on le voit par exemple sur le 22A dans Armagnac, qui à un moment il aurait pu disparaître, ça aurait dérangé personne, mais maintenant on se rend compte, mais c'est patrimonial. Et pourquoi pas récupérer le baco numéro 1? Ou alors, le baco numéro 1, on le laisse aux Canadiens qui en ont fait le baco noir. Ou parlons de baco noir si on préfère. Ou récupérons l'Estella, récupérons d'autres vins. Mais c'est cette idée, et pourquoi pas ici? C'est sur cette touche que je voulais finir parce que je crois que vraiment quand on parle des vins de baco, il y a cette histoire. Mais c'est des hybrides qui ont trouvé en dehors de chez nous une vie assez fabuleuse. Baco noir, c'est quelque chose, ce changement magnifique. Et de dire pourquoi pas un jour ces vins, ces cépages, pardon, auraient l'honneur qu'ils mériteraient sous notre bannière. Donc la particularité aujourd'hui, c'est que j'aime toujours bien débattre, provoquer, mais c'est très difficile de répondre à des questions de personnes qui ne sont pas là. Mais ce que je propose aux personnes qui auraient des questions, même qui veulent m'insulter, m'incendier, d'écrire, de prendre contact avec le musée, et le musée me transmettra le message, et avec plaisir, je répondrai à tout type de questions. Et si des gens veulent vraiment lancer rapidement quelque chose pour que ça devienne une réalité, vous pouvez me joindre et je ferai tout pour vous aider, parce que je crois que vraiment, un jour, ça pourrait être une réalité. En tout cas, il y a une chose de sûre, que en attendant d'avoir peut-être un jour des bouteilles de baco produits dans les Landes, j'invite vraiment tous les gens qui s'intéressent à cette terre, quand ils le peuvent, de venir au musée de la Chalosse, non seulement parce que le musée en tant que tel est intéressant, qu'il a ses cochons, ses bœufs et tout ça, mais il a surtout, si vous venez à la bonne saison, une collection de vignes assez fabuleuse pour toutes les personnes qui s'intéressent à Baco et à bien d'autres cépages. Et il y a aussi, ça c'est à voir avec la médiathèque par rapport à l'accès, il y a ces objets qui, comme je disais, j'espère qu'un jour, quoique on espère pas, c'est un peu comme l'ASCO, c'est qu'il n'y en a qu'une, les pains c'est comme ça, mais que ça soit plus mis en valeur au niveau du musée. Là, je m'adresse à la direction, parce que c'est vraiment des choses qui ont compté dans l'histoire de la vigne, et vous les avez si vous êtes des Landes à 2 pas de chez vous, si vous êtes de plus loin à 2 pas de la gare de Dax, et voilà, c'était un peu l'idée. Donc, ben c'est tout, je vais remettre mon masque puisque j'arrête de parler, et au revoir, Adishas Moon, et voilà.